Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. Une fois n'est pas coutume, je filme de ma bibliothèque où je vous ai déniché 10 livres, 10 ouvrages pour vous faire part d'un tag que j'ai vraiment apprécié sur YouTube, notamment sur les chaînes Booktube, c'est-à-dire le XXe siècle, un ouvrage par dizaine. Quel est le livre que je vais vous proposer à la lecture que je trouve, de mon point de vue, comme essentiel, en tous les cas passionnant à découvrir. Sans plus tarder, je commence par l'année 1900-1910. Alors cette année-là, on découvre dans notre pays un auteur qui n'était pas connu au départ sous son nom propre puisqu'il y avait un nom d'emprunt de son mari, patati patata. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai nommé Colette, la série des Claudine. Vous avez Claudine à l'école, Claudine à Paris, etc. Souvent, les gens vont vous dire que le Claudine qu'ils préfèrent, c'est Claudine à l'école. Moi, personnellement, c'est Claudine à Paris que j'ai préféré. Tout simplement pour une question de langage. On a vraiment le parigot du début du siècle, sa verve, etc. Atmosphère, atmosphère. Et j'adore ce parler cru et populaire. Et je trouve que dans Claudine à Paris, c'est un vrai bonheur de lecture. Ça chante à l'oreille et c'est plutôt amusant, 100 ans après, de redécouvrir ce langage qui n'est plus du tout utilisé et parler aujourd'hui. Alors pourquoi moi je vous propose de découvrir Colette en début de ce siècle? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, on l'a oublié 100 ans après, mais c'est que la série des Claudine a fait scandale. Parce qu'elle y évoque la liberté sexuelle, elle est d'une modernité incroyable pour un regard 21e siècle, mais à son époque, on peut dire que Colette, ça dégommait. En fait, elle était libre, elle était lucide, elle était clairvoyante, elle avait un goût prononcé pour l'anticonformisme et très clairement, ces choses-là, ces notions-là, ces adjectifs-là ressortent très clairement dans l'œuvre de Colette et notamment dans la série des Claudine que je vous propose de découvrir. 1910-1920. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je ne vais pas être très originale, mais pour cette dizaine-là, très clairement, pour moi, on ne peut pas passer à côté de Marcel Proust et de la recherche du temps perdu. Il y a plusieurs ouvrages, il y a Swann, il y a À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que personnellement j'adore. Et en fait, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, on est dans une comédie humaine qui se moque terriblement de la société de son époque, qui n'est pas la même société décrite par Colette, mais au travers de plus bourgeoise et plus aristocratique, mais les thèmes qui sont développés par Proust sont la jalousie, l'homosexualité, la vanité humaine, l'orgueil, et Marcel Proust décrypte et sait poser les mots sur des sentiments intimes que nous partageons encore aujourd'hui et qui, eux, sont éternellement intemporels. Et Marcel Proust sait merveilleusement poser les mots sur les sentiments intimes des êtres humains que nous sommes. Et en son temps, lui aussi, au travers d'ouvrages tels que Sodome et Gomorrhe, etc., avait également provoqué un petit peu l'ire de ses contemporains pour cause de subversion littéraire. Voilà. 1920, je sais pas où poser mes livres, 1920, 1930, je vous propose, alors je ne les ai pas visuellement, je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque, je vous propose de découvrir sur cette décennie-là Virginia Woolf, notamment au travers de La promenade au phare. Alors vous avez aussi Mrs. Dalloway, vous avez aussi Une chambre à soi, Virginia Woolf, au travers de La promenade au phare, qui est le livre que je retiens pour cette décennie, raconte l'histoire d'une saga familiale dans un lieu de villégiature, dans une grande maison en Écosse. Très clairement, on sent
l'influence de Marcel Proust et de James Joyce dans l'écriture, au travers de l'écriture et de la prose qui est assez poétique de Virginia Woolf. En toile de fond, à l'instar de Marcel Proust aussi, on a la Première Guerre mondiale. Et l'auteur, avec justesse, nous évoque le temps qui passe, la fragilité de la vie. Et véritablement, là, on est dans une écriture très puissante. Quand on ferme, on conclut la promenade au phare, et c'est aussi vrai pour d'autres ouvrages de Virginia Woolf. On ne peut pas, il y a forcément un avant et un après, parce que très clairement, elle nous fait réfléchir là aussi sur nos propres sentiments et par rapport à notre rapport aux autres. En cela, ça se rapproche effectivement d'un point de vue sentimental, des sentiments qui sont terriblement décryptés par Virginia Woolf et par le rapport aussi de l'état de la femme par rapport à la société, mais ça on retrouve ça dans de nombreux écrits finalement. Voilà. 1930-1940. Alors moi, je vous propose, pour moi, un livre. Pour moi, c'est difficile de passer à côté. C'est tout simplement Voyage au bout de la nuit par Louis-Ferdinand Céline. Donc, pour en faire un résumé ultra méga court, on suit les pérégrinations de Bardamu, de la Première Guerre mondiale, en Afrique, en Amérique, pour terminer en France comme médecin dans un milieu un petit peu glauque et plus que modeste. Alors, pourquoi, de mon point de vue, il faut lire Voyage au bout de la nuit parce que, alors moi j'ai noté, c'est cynique, c'est sombre, c'est accablant, c'est noir, c'est parce que les mots ont un sens, et comme il l'écrit lui-même, la vérité de ce monde, c'est la mort. On ne peut pas, pour moi, passer à côté de cette œuvre majeure du XXe siècle, malgré les défauts, malgré ce que représente d'un point de vue politique et idéologique Louis-Ferdinand Céline. Pour moi, on est obligé, vous êtes obligé de lire Voyage au bout de la nuit. À 46 ans ou bientôt 47 au mois de décembre, je dois être à ma deuxième ou troisième lecture de Voyage au bout de la nuit. Et pour le coup, j'ai suffisamment de recul pour vous dire que on n'a pas du tout la même lecture d'une dizaine à une autre. Donc c'est intéressant aussi de le relire de tous les 10 ans ou tous les 15 ans, parce qu'on se rend compte qu'au fil du temps, en fonction de son propre vécu, de ses propres expériences de vie, on a des lectures différentes en fonction de son âge. Donc Voyage au bout de la nuit de Céline. 1940-1950, je vous propose un petit livre qui fait énormément de bien, qui détend après avoir lu Voyage au bout de la nuit et qui détend aussi après avoir lu Virginia Woolf ou même Proust. Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Alors là, nous partons dans le Sahara pour un conte poétique, philosophique, à plusieurs lectures. À plusieurs lectures, là aussi. On se réconforte donc en lisant Le Petit Prince et en fait, une des phrases, je ne sais pas si c'est la phrase la plus célèbre, mais une phrase extrêmement célèbre du Petit Prince, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et cette phrase-là, à elle seule, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux », cette phrase-là qu'on a dans Le Petit Prince, à elle seule, résume les sentiments que l'on ressent en lisant Voyage au bout de la nuit, Virginia Woolf dans l'ensemble de son œuvre, à la recherche du temps perdu de Proust. Un petit peu moins vrai pour la série des Claudines. Donc vraiment, la littérature est, pour cette première partie de siècle, l'indicible qui est exprimé par le talent des écrivains que je vous ai cités. On remarquera aussi que sur mon premier choix, sur cette première période du XXe siècle,
on remarquera à quel point cette première partie du XXe siècle aura été marquée par la guerre, notamment, à juste titre, par la Première Guerre, aussi la Seconde Guerre mondiale, mais on se rend bien compte à quel point la fureur humaine aura marqué profondément cette première partie littéraire du XXe siècle. Je suis très sérieuse quand je dis ça, vous avez vu ? 1950-1960. Je ne pouvais pas passer à côté d'un livre qui personnellement m'a été... alors c'est très personnel, c'est très subjectif, que j'ai lu très jeune, mais qui m'a ouvert à des horizons littéraires incroyables. J'ai nommé Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. C'est une autobiographie, c'est l'autobiographie de Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée. Ce sont les premières années de vie décrites par Simone, réarrangées par elle au fil du temps. Alors de mon point de vue, c'est une des meilleures autobiographies que j'ai jamais lues, et j'en ai lu un paquet, je l'avoue. Mais pour moi, c'est plus qu'une autobiographie, parce que ce n'est pas uniquement centré sur sa personne, sa vie, son œuvre. On est aux prémices, à la naissance des idées idéologiques, politiques, philosophiques de Simone de Beauvoir, mais aussi de ses amis, comme par exemple sa rencontre avec Jean-Paul Sartre. Après, vous avez la force de l'âge, vous avez la force des choses, qui sont tout aussi passionnants à lire. Et on est dans l'après-guerre et on rejoint Camus, on rejoint Sartre, on rejoint Bosc, on rejoint plein d'autres personnes que l'on connaît. Et quand on lit Simone de Beauvoir, indépendamment de l'aspect purement histoire de ma vie, elle nous ouvre à tout un univers. Grâce à elle, bon, on risque de me répéter, on découvre Sartre, on découvre Camus, on découvre Boris Vian, on découvre Lanzmann, on découvre tout un univers de jeunes gens et un univers intellectuel qui était bouillonnant, passionnant, virevoltant. Et je pense que c'était une période très riche pour les idées qui étaient les années 50, après la guerre, chez les jeunes gens qui avaient envie de réfléchir et de repenser une nouvelle manière de voir le monde et la société dans laquelle nous vivons. Donc vraiment pour moi, Mémoires d'une jeune fille rangée, si vous ne l'avez encore jamais lu, mais vraiment, je vous engage à le découvrir. Voilà. 1960-1970. Je vais vous parler d'un livre qui, si on m'avait posé un seul livre à garder pour le XXe siècle, lequel serait-il? Eh bien, ce serait celui-ci. J'ai nommé 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez, c'est une saga familiale en Colombie qui retrace l'histoire d'une famille sur 5 ou 6 générations, je ne sais plus exactement. Je l'ai lu il y a fort longtemps. Je ne sais même plus de quelle année elle date, 84, ma version. Et je suis en train de me rendre compte, et ça je ne le savais pas, que l'auteur a obtenu le prix Nobel de littérature en 1982. Donc pour moi, 20e siècle, un seul livre à retenir, une seule histoire, un livre, un roman, 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez. C'est un pavé, mais à la fin du pavé, je me souviens, j'en voulais encore. Vraiment. Je le relirai probablement un jour. Lui, je ne l'ai pas relu plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi, pour 100 ans de solitude? Une ambiance baroque, une écriture dense, fantastique, des histoires de prophéties, de malédictions, de la magie. C'est un peu un ovni littéraire. C'est assez difficile à mettre dans une case. C'est pas un policier, c'est pas un roman d'amour, c'est pas... voilà, c'est onirique, mais pas que. Il y a aussi de la réalité. C'est un mélange des genres, mais qui, à mon sens, ne peut pas laisser indifférent. Donc voilà, 1960-1970, Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. 1970-1980,
je vous parle d'un type dont j'ai lu une dizaine d'ouvrages dans les années 80. Donc ça commence à dater. Pour rappel, nous sommes en 2017. Je ne l'ai pas relu pour cette vidéo, mais avec grand bonheur, je vais vous parler de John Irving, Le Monde selon Garp. On suit les péripéties de Garp, né d'une mère féministe qui voulait un bébé, mais surtout pas de mari. Voilà, en gros, oh, je veux bien un enfant, mais alors je vais pas m'emmerder avec un mec. Ça parle de féminisme, mais pas que. Ça parle aussi d'écriture. Ça parle de cette société du plaisir dans laquelle je pense nous sommes toujours aujourd'hui, en ce début de 21e siècle. Plaisir charnel, plaisir matériel, entre autres, etc. Ça parle vraiment beaucoup de ça. Ça parle de l'Amérique, de la fin des années 70. C'est très riche là aussi, c'est très foisonnant. À la différence de 100 ans de solitude, c'est que là, je dis pas que dans... Enfin oui, c'est différent, en ce sens que là, vous avez des passages vraiment piquants et drôles. Vous vous marrez, et en même temps, c'est très attendrissant. Et ça pose un regard... John Irving, il pose un regard lucide et touchant sur l'Amérique des années 70. C'est ce que j'ai noté pour Le Monde selon Garp. Et je pourrais vous parler de John Irving, mais il faudrait que j'en relise pour me réimprégner parfaitement de son univers. Mais il a aussi Un ours pour Owen, ou je sais d'autres aussi que j'ai lus, et qui sont tout aussi touchants aussi. Vraiment, John Irving, un auteur américain qui, je pense, a pleinement marqué le XXe siècle. 1980-1990, je ne sais pas si ce type-là, c'est encore et à nouveau un Américain, aura marqué avec toute sa carrière et tous ses bouquins, je ne sais pas. Moi, j'avoue que de lui, je ne connais qu'un... Enfin non, c'est pas vrai, j'en ai lu un deuxième de lui, mais que j'avais trouvé un ton en dessous. Donc, je ne vais pas vous en parler du coup, parce que là, c'est les livres que je vous conseille de lire, que je trouve qui sont assez révélateurs, on est bien d'accord, de ce XXe siècle. Donc, j'ai nommé Bret Easton Ellis, American Psycho. Alors, Bret Easton Ellis, American Psycho, on est toujours dans l'Amérique, on quitte les années 70, là, on est vraiment dans l'Amérique des années 80. On suit l'histoire de Patrick Bateman. C'est un jeune golden boy à New York à qui tout réussit. Alors lui, il a des beaux costumes. Alors lui, il a la montre à je sais plus combien. Combien disait l'autre là, le gars? 50 000 € la montre. Si vous n'avez pas une montre à 50 000 €, c'est que vous avez loupé votre vie à 50 ans, c'est ça, un truc comme ça. Bon, alors lui, il a 30 ans, il a la montre. Tout va bien pour lui. Ça le rend du coup super... ça le rend pas très modeste, voyez-vous. Donc là, on est vraiment Golden Boy, années 80, le fric, le paraître. Une continuité quelque part de John Irving, puisque on est toujours dans cette Amérique, mais c'est encore plus fort de cette Amérique m'as-tu vu, le paraître, etc. Et par contre, j'ai noté qu'au début du livre, on est vite agacé par le personnage. C'est suintant de m'as-tu vu, c'est tout ce qu'on n'aime pas des années 80, c'est ce que j'avais noté. Et puis, limite un peu, on se dit, à un moment donné, je me souviens, bon, je l'ai lu à sa sortie, il y a très longtemps, et je me souviens, je sais plus, bah, il est sorti en 1980-90. De quelle année il est, moi, je l'ai lu à sa sortie quand ils l'ont mis en version française. Ah ben, je sais pas, j'aurais dû noter la date exacte. Eh ben, j'ai pas la date, je sais pas. Ah, 98, ah non, 91. Titre original 91, traduction française 92. Et mon édition, elle date de 98. Je suis pas dans les bonnes années. Oh, bah écoutez, je me suis... Non, il est bien sorti sur ces années-là. C'est moi qui vous raconte des bêtises.
C'est moi qui vous raconte des bêtises? Oh, je me serais trompée de dizaine. Oh, bon, écoutez, même si je me suis trompée de dizaine, c'est pas grave. Il est à lire et il est très révélateur de notre XXe siècle. Je vérifierai quand même après. Ou en tout cas, c'est parce que ça se passe dans les années 80, c'est pour ça que je l'ai retenu. Je sais plus, ça fait un petit moment que j'ai préparé ma vidéo. Donc en fait, au début, limite, à la moitié, je me souviens que je m'ennuyais un peu. Genre, bon, c'est bon, on a compris, il a des beaux costumes, il va au resto, il boit du champagne, comme moi, je bois mon café le matin, il se tape de la poule de luxe, etc. Mais en fait, et donc, à la moitié du roman, je me disais, bon, c'est bon, on continue comme ça longtemps. Et en fait, il se passe un truc au milieu du bouquin. Je ne peux pas vous le dire parce que je ne veux pas vous déflorer l'histoire. Mais très clairement, ça part en vrille. Ça devient super glauque. Ça devient super malsain. Et à la fin, quand vous raccrochez le bouquin, vous avez un peu les péteux. Vous dites, oh, quand même quoi. Ah ouais, ah. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais pas vous raconter pourquoi. Mais il s'avère que ce type, c'est pire qu'une ordure, quoi. C'est un truc hyper méga glauque. Et c'est super bien raconté par Bret Easton Ellis. Vraiment, American Psycho à lire pour les romans importants du XXe siècle qui reflètent assez bien le XXe siècle. Une certaine idée du XXe siècle. N'oublions pas que les livres ne reflètent jamais totalement la réalité pure et complexe des choses, mais toujours des petits bouts, des fragments, etc. Je finis 1990-2000. J'avoue que sur cette dizaine-là, j'ai eu plus de mal à vous trouver un auteur parce qu'il y a eu d'autres dizaines où j'avais plusieurs livres et plusieurs auteurs. Je vous ai parlé de Camus, de Sartre, j'aurais pu les mettre dans des dizaines. Sur la première partie où je parle de Colette, j'aurais pu vous parler du livre du Grand Mauns, par exemple, qui a marqué cette dizaine aussi. Et sur 90-2000, et pourtant j'ai lu beaucoup d'auteurs contemporains à cette époque-là, j'ai eu plus de mal à trouver quelque chose qui, de mon point de vue, qui ressorte vraiment. Alors, il y a Marie Darrieussecq, il y a Michel Houellebecq, il y a, je sais pas. Mais bon, je sais pas. Alors, j'ai retenu quelqu'un. Je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, mais l'année dernière, elle a dû recevoir le Goncourt, ou il y a 2 ans, elle a reçu un Goncourt, donc je sais qu'elle continue de faire son chemin. J'ai nommé Lydie Salvert, la conférence de Sainte-Gabelle. Pourquoi j'ai choisi cet ouvrage ? Parce qu'il est d'une écriture ciselée et extraordinaire. Mais vraiment, on prend une leçon d'écriture en lisant Lydie Salvert, tellement du début jusqu'à la fin, c'est extraordinaire de virtuosité d'un point de vue purement littéraire. D'accord ? D'un point de vue vraiment littéraire. De mon point de vue, c'est magistral. Alors là, c'est un jeune veuf, conférencier, qui veut rendre vie à la conversation, qui veut pousser un cri d'alarme contre le langage technologique. C'est un peu une critique sur les relations que nous avons les uns vis-à-vis des autres à notre époque. Et en fait, ce qu'il met en exergue et en avant, c'est que plus on communique, moins nous nous parlons. Et c'est ça qui est mis en avant dans ce livre de manière magistrale. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un dialogue, c'est une conférence. Du début jusqu'à la fin, j'ai oublié le nom du héros. Est-ce que seulement il donne son prénom ? Ce n'est pas sûr. Il parle de la mort de sa femme, qui l'a profondément marqué, qui est très récent, et en même temps... il parle de son goût immodéré pour la communication, mais pas n'importe laquelle. Et je trouvais que pour finir cette vidéo tag YouTube spécial littérature 20e siècle, je trouvais que c'était pas mal parce qu'en fait, c'est un sujet qui est toujours d'actualité en 2017 au 21e siècle, encore plus prégnant, je dirais, que sur l'année 90-2000. Mais c'est un sujet d'actualité profond. Elle en fait quelque chose de drôle, c'est ça qui est bien, c'est que c'est très drôle, vraiment vous prenez plaisir, même de mémoire, vous le lisez presque d'une traite, tellement c'est fluide et drôle et terriblement bien écrit.
elle met le doigt là où ça fait mal. Et comme nous sommes sur YouTube, voyez-vous, je vous fais une vidéo où là, effectivement, nous sommes dans la communication. Vous allez être quelques-uns à regarder cette vidéo. Vous allez être quelques-uns à faire un pouce en haut ou un pouce en bas. Et puis, ça va s'arrêter là. Et en fait, je vais avoir communiqué avec vous les 10 livres que je trouve qui sont intéressants à lire sur ce XXe siècle. Mais peut-être n'allons-nous pas échanger, n'allons-nous pas parler véritablement. Et ce que je suis en train de faire aujourd'hui sur ma chaîne Booktube, Ava Amara, est le cœur du sujet de la conférence de Sainte-Gabelle. Sainte-Gabelle. Voilà. Voilà pour moi en ce qui concerne ce tag 20e siècle que j'ai pris énormément de plaisir à préparer, à fouiner dans ma bibliothèque pour retrouver les livres en question et à me poser la bonne question, est-ce que je parle de celui-ci plutôt que d'un autre? Je trouve que c'est finalement, rétrospectivement parlant, un siècle très intéressant d'un point de vue littéraire. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice, donc il y a de fortes chances que pour début 2018, je m'amuse à vous proposer un tag dans le même style, spécial littérature 19e siècle. Et je suis déjà à peu près sûre et certaine que je trouverai nombre d'ouvrages à vous proposer. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Le détail des livres, les titres et les auteurs par Desny sont marqués, sont précisés par ma part dans les commentaires en dessous de cette vidéo, dans la rubrique En savoir plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté des idées prochaines de lecture. Et moi, je vous dis à très vite, à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir, bye bye, portez-vous très bien, et bonne lecture à vous. Au revoir.